Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 14 novembre 2022. La ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont élaborés de façon conjointe et signés avec la couronne britannique pendant le 18e siècle s'appliquent à ce territoire. Les traités n'abordaient pas la cession des territoires ou des ressources, mais reconnaissaient en fait le titre des Mi'kmaq et établissaient les règles concernant ce qui devait être des relations durables entre les deux parties. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder avec notre l'ouverture avec chers collègues. Ayons la sérénité d'accepter des choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer des choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre. Et confirmation du quorum. Je vois que tout le monde ici, à l'exception de Madame Le Boutillier qui devrait être en Zoom, si elle n'est pas déjà là. Et déclaration de conflit d'intérêt. Aucune déclaration de conflit d'intérêt de soumise. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, une proposition par le conseiller Lantaigne, appuyée par le conseiller Godette. On accepte l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. L'ordre du jour est accepté tel que présenté. Et ça nous amène immédiatement à l'item numéro 7, et présentation, requête et pétition. Et comme toujours, on commence avec les demandes de renseignements de la part des membres du Conseil au service régional de Kodiak de la GRC. Nous avons avec nous l'inspectrice Chantal Arsenault-Farah qui est avec nous et on vous souhaite la bienvenue et vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire, Monsieur et Madame du Conseil. Quelques petites choses à partager avec vous autres. Le 30 octobre, si vous avez suivi les manchettes de la région, je voulais juste signaler, on avait un jeune garçon de 6 ans qui avait été rapporté manquant de Miami en Floride. Ça, c'était au mois d'août. C'est juste pour dire comment est-ce que le monde est petit, mais c'était vraiment grâce au public vigilant qui ont eu des renseignements qui nous ont menés à trouver ce petit garçon-là de 6 ans sain et sauf ici dans la région du Grand Moncton. Alors, je tiens juste publiquement à remercier les gens qui nous ont donné cette information-là parce qu'on a été capable de ramener le petit garçon aux États-Unis pour être réuni avec sa famille. Alors, c'était vraiment un cas bien fini. Deuxième chose, dernièrement, mon unité de police communautaire, ils ont travaillé avec le YMCA Reconnect à Moncton, qui, eux autres, faisaient un recensement des sans-abri dans la région. J'ai pas tous les détails, leurs statistiques, parce que c'était vraiment leur initiative, mais nous autres, comme partenaires communautaires, on était là pour appuyer cette agence-là, pour faire sûr que le tout se faisait en sécurité. Alors ça, c'est une initiative que les policiers de l'unité communautaire ont travaillé dessus dans les dernières semaines. J'aimerais aussi apporter à votre attention quelque chose qui a fait les manchettes le 27-28 octobre. C'était que le service des enquêtes généraux, General Investigation Section, ont fait du très bon travail parce qu'ils ont exécuté un mandat de perquisition le 27 octobre sur une résidence de la rue Savoie à Moncton, en lien avec une enquête où on avait un immeuble de bureau sur la rue Weldon qui semblait avoir été touché par des balles. Je vous apporte ça comme information parce que des fois, on ne sait jamais où on va trouver. Puis, ce mandat-là nous a permis vraiment de ramasser des armes à feu, de la munition, puis des drogues suspectées du crystal meth, du fentanyl, ainsi que d'autres grosses drogues dans cette résidence-là. 3 personnes ont été arrêtées, dont un d'entre eux, un homme de 40 ans de Moncton, qui fait face à au-dessus de 2 douzaines d'accusations. Avec ce cas-là. Il est présentement en dedans puis il est cédulé de comparaître le 6 décembre. Alors, du très bon travail qui a été fait de la part des policiers dans cette enquête-là.
Et Monsieur le maire, si vous me permettez, je vais juste apporter votre attention à un communiqué de presse que la GRC du Nouveau-Brunswick a sorti le 14 novembre, aujourd'hui, parce que j'aimerais vraiment que les parents prendraient le temps d'aller voir ce communiqué-là. Puis c'est un communiqué sur les enquêtes sur de nombreux cas de cyberexploitation de nos jeunes dans la province. Alors, si vous me permettez, c'est le groupe de lutte contre l'exploitation des enfants dans l'Internet de la GRC au Nouveau-Brunswick qui enquête plusieurs cas de cyberexploitation de jeunes néo-brunswickois. Puis ce qui arrive, c'est que l'unité a remarqué qu'il était composé de policiers de la GRC ainsi que police de Saint-Jean et Canada Cases ont remarqué une augmentation importante de cas de cyberexploitation de personnes mineures. Alors, on a présentement une enquête sur de nombreux cas signalés dans la province où ce que des individus créent des comptes sur des plateformes de réseaux sociaux comme Snapchat puis Instagram. Puis, ils servent des profils faux pour devenir amis avec des adolescents de sexe masculin âgés entre 15 et 17 ans. Puis ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils convainquent nos adolescents d'envoyer des photos puis des vidéos intimes. Ils leur font du chantage, ils les menacent afin de partager les images puis les vidéos. Puis ils menacent de partager ça publiquement ou avec leur famille. Puis ils essayent de les extorquer pour de l'argent. Alors, la police, on croit que les faux profils sont créés par des groupes de crime organisés qui se trouvent à l'étranger puis qui collaborent avec des partenaires internationaux. Alors, nous autres, on est en train de mener des recherches dans ces enquêtes-là, mais le gros point que je veux faire, c'est que j'aimerais vraiment que les parents prennent le temps d'aller voir ce communiqué-là parce qu'on vous donne des outils sur comment jaser avec les jeunes. Parce que la plus grosse chose qu'il faut faire, c'est dire à nos jeunes, si jamais que vous faites face à une situation comme ça, il faut bloquer ces fake users-là puis le rapporter immédiatement. Puis si jamais quelque chose de fait, il ne faut jamais les croire. Alors, je vous demande juste de faire attention à ce communiqué-là qu'on a sorti, puis d'encourager tous les parents puis les gens qui travaillent avec les jeunes pour utiliser les outils pour aider nos jeunes. Merci. Merci bien. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui auraient des questions pour Madame l'inspectrice? Je ne vois pas. Il suffit ce que je dis, je ne vois pas de lumière s'allumer pour qu'il y ait une qui s'allume. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Une petite question de suivi pour les gens et des parents de jeunes exploités effectivement dans ces événements-là. Est-ce que l'énoncé que vous avez aussi recommande des options, des soutiens d'appui à ces adolescents-là? Comment venir à leur appuyer? Qu'est-ce qui sont les services qui sont disponibles pour eux autres comme victimes de ces crimes-là? Oui, il y a des liens là-dessus sur comment parler avec les jeunes. Ben, il y a aussi un, comme je vois, aidez-moi s'il vous plaît. Il y a des outils que si que les jeunes, ils se trouvent dans le trouble, ils peuvent aller eux autres mêmes faire de la recherche, mais je pense que comme parents, je dirais, ça fait rien qu'est-ce qu'un enfant fait, on les aime, ça fait rien, puis il faut qu'ils nous parlent. La grosse chose, c'est d'enlever le stigma des jeunes, de dire, c'est jamais votre faute. Ça fait rien qu'est-ce qui est arrivé, il faut en parler. Merci. Merci bien. Quelqu'un d'autre? Sinon, encore une fois, merci pour l'excellente présentation puis le travail que vous faites. Vous êtes toujours bienvenus à rester, mais on comprendra que vous avez d'autres responsabilités aussi. Alors, si vous devez partir, ne vous gênez pas. Merci bien. Alors, ça nous amène à l'item 7.2. Concernant la présentation de budget d'immobilisation, M. Thériault qui est avec nous et quelques autres employés qui vont passer tour à tour pour... c'est presque comme passer voir le Père Noël, là, puis nous demander pour des choses. Ça ressemble un petit peu à ça, là, mais on verra où ça nous mène. Alors, M. Thériault, bonsoir, bienvenue. Donc, bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Ce soir, comme que vous venez d'expliquer, on va passer à travers les budgets capitaux ou budgets d'immobilisation, ce qu'on utilise le bon terme. On va parler surtout de 2023, 24 et 25. Donc, 23, comme de raison, ça va être beaucoup plus précis. 24 et 25 comme prévision qui s'en vient pour les 2 prochaines années. Dans 2 semaines d'ici, c'est à ce moment-là qu'on va autoriser ces budgets-là. Les budgets d'immobilisation ainsi que les budgets de fonctionnement. Donc, ça, c'est dans 2 semaines, le 28. Donc, sans plus tarder, je vais laisser ma parole à Jonathan Lebreton pour la présentation sur la flotte municipale.
Bonsoir, bienvenue au Conseil. Bonjour. Bonjour, Monsieur le maire et membres du Conseil. Je suis un petit nouveau là-dedans. Pour la flotte municipale, une petite introduction. On a un inventaire d'environ 200 pièces d'équipement. Ça, c'est sans compter les petites pièces d'équipement. Valeur d'environ 19 millions. Coût de l'essence entre 300 et 400 000 $ par année. Coût direct en maintenance, approximativement 400 000 $ par année en matériel et en réparation. Vous voyez, ça, c'est une des charrues. Pour le programme 2023, suite à une évaluation annuelle, 14 pièces d'équipement seront remplacées durant la prochaine année. Le camion tandem de déneigement, une chargeuse sur pneus, appelée un mot anglais loader, 2 tondeuses autopropulseurs, une remorque avec atelier fermier sur place, une fourgonnette loisir et une fourgonnette de courrier, 2 fourgonnettes de 2500 avec un toit surélevé, 2 camions 4 portes, une demi-tonne et 2 roues motrices, un camion 1 tonne, un véhicule tout-terrain. La durée de vie des équipements, chaque équipement a une durée de vie différente suite à son utilisation quotidienne. L'équipement lourd d'une durée de vie de 15 à 20 ans, incendie d'une durée de vie de 10 à 20 ans, les véhicules d'une durée de vie de 8 à 15 ans et les petits équipements de 7 à 10 ans. L'évaluation des équipements. L'évaluation des équipements est faite une fois par année par les mécaniciens. Les facteurs de l'évaluation de l'équipement sont les suivants: l'âge, le type de service, la fiabilité et le coût de maintenance et réparation, ainsi que les conditions. Le programme 2023 et 2024, le travaux publics, installation et incendie, budget à la réserve est de 1,6 million. Montant prévu au cours des 2 prochaines années révisé annuellement. Pour 2023, c'est 1 308 000 et pour 2024, c'est 1 360 000. Avez-vous des questions ou des commentaires? Eh bien, questions, commentaires. Madame Godbout. Merci. Étant donné la question de disponibilité des inventaires de nouveaux achats, c'est quoi le plan ou est-ce qu'il y a un plan si on ne peut pas obtenir un morceau d'équipement prévu? Est-ce qu'on a d'autres en alternative qu'on irait chercher ou est-ce que c'est tout simplement un budget qui ne sera pas dépensé? C'est sûr que pour l'instant, on a déjà dans la liste qu'on vous a montée pour 2023, on a déjà des commandes de placer. Un exemple pour le camion. Les véhicules commencent à être un petit peu plus faciles à avoir, mais c'est sûr, ça peut, on met un exemple, tout de suite, on a encore des véhicules de 2022 qu'on attend. Mais on ne se débarrasse jamais de nos autres véhicules avant d'avoir les autres. Puis aussi, dans la flotte, avec installation et travaux publics, on peut se partager certains véhicules à certains temps. Mais pour l'instant, oui, c'est vrai, on a beaucoup de difficultés à avoir des véhicules. On essaie beaucoup de se tourner dans les véhicules qu'on peut utiliser à 2 endroits ou 3 endroits là, en même temps. Oui. C'est tout? Autre question? Aucune question? Ouais, toi, t'es chanceux. Oui, hein? On m'avait préparé. Tu t'en es bien sauvé. Tu vas voir qu'on a peut-être eu un peu de pitié de toi. Là, comme il suffit que tu étais une rookie en avant du microphone. Là. Donc, maintenant, pour cette deuxième partie, on va vraiment se focaliser. Mon Dieu, focuser. Je vais venir la voir. On va focuser surtout sur les budgets d'immobilisation maintenant. En premier lieu, on va parler un petit peu du financement, du plan financier. J'ai aussi l'aide de mon collègue Marc-André Pommier qui sera là aussi pour vraiment vous donner un petit peu plus de détails, plus de viande sur les projets ingénierie, autant les nouveautés que les gestions des actifs. Donc, un petit survol du plan financier. Vraiment, c'est pour se remettre un petit peu dans qu'est-ce que c'est qu'on a accepté en 2018. Ça fait déjà, ça arrive à 5 ans en 2023, c'est en janvier 2018, je me rappelle bien. On avait à ce moment-là un objectif d'avoir le ratio d'endettement à 10% par 2027. La bonne nouvelle, on l'a déjà atteint en 2023, c'est-à-dire l'année qui s'en vient. On prévoit qu'on va être en bas de 10%, on va être environ à 9,5%. Ça, c'est la bonne nouvelle. Au niveau des emprunts, le plan financier nous dictait, justement,
parce qu'on avait un objectif d'atteindre par 2027 de 10 %. On avait en ça vraiment serré la ceinture, puis on avait en moyenne 1,5 million par année, donc 4,5 millions sur 3 ans. Qu'est-ce que je vous suggère pour justement, à partir de 2023, c'est vraiment d'augmenter le maximum à 5 millions par année. Puis vous allez voir au cours de la présentation pour quelles raisons que je vous le propose. Il y a des gros projets qui s'en viennent, qui fait en sorte qu'on n'aura pas le choix d'aller emprunter. On est une ville qui grossit. Puis, il faut aussi pas perdre focus sur la gestion des actifs aussi. Donc, c'est un peu ça qui va vous être présenté. Justement, j'avais eu une question 2 semaines passées. Je n'étais pas préparé à celle-là, mais c'était quoi qui était le niveau de dette qu'on était rendu, donc la ville de Dieppe. Je vous ai préparé une petite diapositive là-dessus. On peut voir quand... On met un petit peu de couleur. On peut voir qu'à partir de 2000, on était quand même assez bien. Et c'est là qu'il y a eu des gros emprunts. On parle de 2006, 2007. On a eu l'arrivée du boulevard Dieppe. On a eu l'arrivée du centre aquatique, de l'édifice ici où on est, de toute la landscape qu'il y a derrière. Donc, c'est vraiment là qu'il y a eu des gros emprunts. Par la suite, il y a eu le centre d'opération aussi qui s'est rajouté. Il y a eu une caserne de pompiers. Ça fait en sorte qu'on a atteint, puis ça, c'est la barre en rouge ici, là, 94 millions. OK, c'est là que le chiffre, quand c'est rendu jusqu'à 94 millions. Là, je parle du général, qui est la barre en vert, ainsi que l'eau et l'égout, donc à 94 millions. Ça, c'est en 2017. Maintenant, en 2022, à la fin de cette année, justement en 2022, on passe de 94 millions à 61 millions. On s'est vraiment serré la ceinture. À 1,5 million par année quand c'est donné au niveau du général et on remboursait la dette à raison de 6 à 7 millions par année, bon, ben, c'est sûr, on en mangeait au moins 5 millions par année que ça descendait. Puis, l'eau et l'égout aussi, ça a fait la même chose. On n'a pas beaucoup emprunté, on a beaucoup focusé à rembourser nos dettes. Et même, ça continue. Comme on peut voir jusqu'en 2025, avec les projets qu'on a sur le radar pour l'instant, même avec une augmentation à 5 millions, on continue quand même au niveau du général ici à quand même diminuer l'emprunt parce qu'on en rembourse plus qu'on va aller emprunter. Au niveau de l'eau et l'égout, c'est un petit peu différent. Ça va peut-être monter un peu ou ça va pas mal se maintenir avec les projets qui s'en viennent en cours de route. Donc, c'est pour vous donner un petit aperçu de où est-ce que la dette était rendue, justement. Avant d'aller plus loin, est-ce que ça suscite des questions de la part des membres du Conseil? Parce que je sais que ça a été soulevé par plus qu'une personne. Là. Donc, on continue dans le survol financier. Ça va? Question, Mme Boudreau. Non, c'est juste un commentaire. Merci d'avoir fait ce diagramme-là. Ça aide beaucoup de voir comme l'historique de tous les emprunts qu'on a eus. Là. Ouais. Merci. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, j'ai une question. Si on va augmenter l'emprunt jusqu'à 5 millions par année, est-ce qu'on va être capable de maintenir l'objectif pas plus haut que 10 %? Oui, absolument. On prévoit cette année 9,5, 9,7 l'année d'ensuite, et par la suite, on descend en bas de 8 % par 2025. Donc, on va quand même continuer à garder le cap en dessous de 10 et même diminuer quelque peu. Oui. Même en empruntant plus que dans le passé. Merci. Merci. Alors, on a une question de conseiller Leboutillier à distance. Oh, à distance, Madame Leboutillier, excusez-moi. Merci beaucoup. Puis aussi, merci beaucoup pour le schéma. Ça met beaucoup en contexte. Ma question est, puis écoute, on aurait pu le poser aussi à la fin de la présentation. On prend pour acquis qu'on va emprunter dans les 3 prochaines années, si la tendance se maintient, là, environ proche de 20 millions. C'est bien ça jusqu'à 2025. On dit qu'on n'aura pas une augmentation du taux d'endettement. Mais est-ce que c'est basé sur le taux d'intérêt présentement? Parce qu'il n'y a rien qui va nous dicter que le taux d'intérêt qu'on va aller chercher sur le marché va rester au même montant maintenant, je pense. Hein? Exact. Toutes les prédictions sont faites avec un taux d'intérêt de 5 % pour l'instant. OK.
Okay, merci. Continue. Cependant, qu'est-ce qu'on va garder au niveau du plan financier et qui est important de garder, c'est au niveau des surplus budgétaires, qu'est-ce qu'on fait? La première règle, c'est qu'on va renflouer la réserve de fonctionnement général. Donc, c'est la première chose. Avec l'argent qui reste, moitié-moitié, entre la réserve de programme de remplacement d'équipement, donc la gestion des actifs, et aussi pour certains projets futurs, exemple, qu'on pourrait identifier. Donc, ça, c'est au niveau des surplus budgétaires et on veut garder cette bonne habitude-là. Au niveau du capital d'opération et du paiement de la dette, il y a 25% du budget qui va envers justement le capital d'opération et le paiement de la dette. Donc, lorsque c'est que le budget grossit, comme vous avez remarqué 2 semaines passées lorsque je vous l'ai présenté, il y avait quand même une somme d'argent d'environ 8 millions de plus qui grossissait. Du 8 millions de plus, par défaut, il y a un 2 millions qui s'en va envers la gestion des actifs, qui est dans le 25%. Et en plus, la prime pour nous, c'est-à-dire que puisque la dette a diminué, ça en a fait plus pour nous mettre dans le capital de l'opération à l'intérieur du 25%. Donc, comme que je disais tantôt, le ratio d'endettement est environ à 10. Si on recule en 2017, il était à 15%. Donc, à ce moment-là, dans le 25%, il y avait 15% qui était pour la dette, 10% pour le capital d'opération. Là, les rôles se sont inversés. On est à 10% de la dette et 15% du capital d'opération. Donc, bonus de ce côté-là aussi. Pour les 3 prochaines années, donc 2023 à 2025, on prévoit pour 88 millions de projets capitaux. C'est surtout au niveau de l'infrastructure des transports, puis vous allez tout voir ça en détail aujourd'hui. Ici, c'est vraiment un petit sommaire de qu'est-ce que c'est que je vous présente. Donc, 54 millions au niveau du transport, 15 millions au niveau de l'eau et l'égout, culture, loisirs et vie communautaire, 8 millions, le programme d'équipement, comme vous a été présenté tantôt, 6 millions, excusez, et aussi l'achat de terrain de 5 millions, qui fait le 88 millions. La façon que c'est financé, ce 88 millions-là, le capital de l'opération, on prend une bonne bouchée, donc à 33 millions, taxe sur essence à 6 millions, les réserves, 3, les contributions, donc fédérales, provinciales et autres, à 26 millions, et comme Mme Leboutier vient de le mentionner, les emprunts de 20 millions dans les 3 prochaines années qu'on prévoit pour l'instant, qui donne le 88 millions. Pour le reste de la présentation, vous allez me voir, vous allez voir M. Cormier également, Marc-André, directeur en ingénierie. Il va vraiment vous présenter au niveau des ingénieries tous les projets qui s'en viennent et moi, je finirai par la suite au niveau des financements pour chaque année. Donc, on va faire un petit peu un tag team ici. Sans plus tarder, je vous laisse la parole à M. Cormier. Stéphane. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Comme projet d'ingénierie pour 2023, donc ici, comme Stéphane l'a mentionné, on l'a séparé en 2. La première diapositive, c'est pour la gestion d'actifs. Donc, comme vous avez vu cette année, on a fait pas mal de micro-surfaçage. On essaie d'en faire à chaque année aussi. C'est principalement pour sauver l'asphalte qu'on place. Donc, après 4-5 ans qu'on place de l'asphalte fraîche, on essaie de venir avec des micro-surfaçages. Donc, pour l'année prochaine, on regarde d'en faire sur les routes désignées, principalement le boulevard Dieppe, sur la Vanier, Chartersville, à la Gillette et l'industriel. On regarde environ un montant de 1,3 million pour le micro-surfaçage l'année prochaine. Le prochain projet, et vous voyez ici, c'est un peu le nom historique, c'est remplace le conduit d'eau sur la Gauvin, mais en réalité, c'est une reconstruction complète du chemin Gauvin, donc entre la collège et marché. On va remplacer l'égout sanitaire, l'égout pluvial, les bordures. On va essayer de placer un sentier multifonctionnel aussi. Donc, ça fera la connexion du sentier existant au collège, puis on pourrait aller jusqu'à celui qui est présentement sur le marché. On regarde à 1,5 million pour l'immobilisation générale pour celui-là. Pour les routes désignées, on a un programme avec la province, donc un portage de coûts. On a un montant qui a été mis de côté par la province. Il a été confirmé. Donc, l'année prochaine, on regarde à faire des travaux sur la rue Champlain. Il y a une section sur le côté ouest qui a été faite cette année, mais l'approche qui a été faite cette année, c'est un peu différente. Donc, c'était
C'était pas on va dire mill and pave, un réasphaltage complet. C'est juste une couche mince. Après l'hiver, on va voir si ça a tenu le coup. On espère que ça a tenu le coup. Au pire, on peut aller faire des travaux sur ce côté-là de la rue Champlain, mais aussi il y a des travaux à faire sur le côté est de la rue Champlain, donc à l'est du boulevard Dieppe. Donc, on a quelques scénarios à regarder, mais l'année prochaine, on regarde à faire jusqu'à 2,4 millions en réasphaltage sur la rue Champlain. La rue Emmanuel, ça serait une reconstruction aussi. Pour l'instant, c'est une rue avec des bordures en asphalte. On irait reconstruire le chemin. On changerait l'égout pluvial, puis l'aqueduc sur la rue Emmanuel. On a aussi un projet de l'amélioration de l'intersection Champlain-Acadie juste ici. Les feux de circulation à l'intersection sont les plus âgés en ville, donc on irait les renouveler. Il y a aussi quelques modifications à faire aux îlots pour améliorer la sécurité aux piétons. Donc, on ferait des modifications aux traverses à l'intersection, puis une certaine section de l'Acadie aussi. En 2021, on a arrêté avant l'intersection, en prévision des travaux qu'on allait faire juste ici. Donc, il y aurait la bordure à réinstaller sur le côté est, donc le côté ici de l'Acadie, entre les limites du projet de 2021 et l'intersection Champlain. Un autre projet, c'est la promenade du parc. Donc, l'entrée au parc Rotary. L'accès est présentement à chip seal. On propose d'aller améliorer ça avec de l'asphalte. On installerait aussi un sentier multifonctionnel longeant l'entrée du parc. Puis, on ferait des travaux d'amélioration du drainage. On regarde d'environ 1 million pour ces activités-là. Puis, comme à chaque année, on fait de l'asphaltage des rues locales. L'année prochaine, on regarde plus au secteur de Dieppe-Nord, ici. Selon l'auscultation qui avait été faite en 2019, il y avait certaines rues qui devaient être réasphaltées. Donc, on regarde l'Alphée, la Béliveau, la Éric et la Pire. Certaines des rues-là ont été endommagées aussi suite à la construction qui s'est passée par l'école Mathieu-Martin. Donc, ce projet-là irait réparer les sections endommagées. Je ne sais pas si vous avez des questions pour cette diapositive. Peut-être juste pour le bénéfice des nouveaux et nouvelles et aussi du public, l'auscultation, peux-tu nous définir ça exactement? Mais à chaque 3 ans, on embauche une compagnie du Québec, puis ils viennent avec un camion avec des lasers, puis des détecteurs, puis ils font toutes les rues de la ville. Donc, ça détecte les fissures, ça détecte les ornières, puis les défauts dans le chemin. Puis après qu'ils font, on va dire, une rue, ben là, ils donnent un index de 0 à 100, 100 étant le meilleur. En 2019, les rues de la ville, je pense qu'on avait un pourcentage de 97% qui était en bon et très bon état. Ça n'inclut pas les routes provinciales. Donc, généralement, on est en bonne position, mais on fait l'exercice-là à chaque 3 ans. Donc, l'auscultation de cette année, on s'attend d'avoir les résultats n'importe quand maintenant. Ce sont les dernières nouvelles. OK, merci. Okay. S'il n'y a pas de questions sur cette diapositive-là, je vais aller à la prochaine. Je ne vois pas d'autres questions de la part des membres du Conseil. On va continuer. Okay. Merci. C'est la prochaine. Moi aussi, chez nous. La flèche, ça fait du sens. OK, ça, c'est les nouveautés pour l'année prochaine. Donc, on crée des actifs. Le premier projet qui est là, c'est l'installation d'un sentier sur les chemins Melançon et Fox Creek. Il y a un sentier multifonctionnel existant sur le chemin Fox Creek. Donc, on irait du sentier existant, puis on irait jusqu'au parc Rotary. Donc, on filerait le nord de la Fox Creek, puis on tournerait à gauche sur la Melançon. On voit que c'est conditionnel aussi. Ce projet-là, on a fait une demande de financement.
puis on attend toujours des réponses. Donc, c'est vraiment là haut montant, mais pour installer un sentier sur le chemin Melançon et Fox Creek, il faudrait tout de même aller installer des bordures, un égout pluvial, puis refaire une partie de l'asphalte. Le prochain item, on voit que c'est plan et devis. Ça, c'est la conception l'année avant un projet. Donc, c'est des frais d'ingénierie. Donc, si on voit ici réalignement de la rue Thomas, la construction de ce projet-là est proposée pour 2024. Donc, on débuterait la conception en 2023. Il y aurait ça, puis un projet d'envergure. Il y a aussi des achats de terrain pour une valeur de 3 millions. La rue Benjamin, donc ce serait un prolongement de la rue Benjamin sur une distance d'environ 200 mètres. Donc, ce serait l'installation de l'égout pluvial, l'égout sanitaire, puis une conduite d'eau. Le centre-ville, on voit îlot Gauvin à un montant de 300 000. Ça avait été au conseil au mois d'août cette année. Puis ça avait été proposé qu'un montant soit pris du budget de 2023 pour les dépassements de coûts qui avaient sorti pour ce projet-là. On sait qu'en 2022, les prix de construction ont augmenté significativement. Donc, ça avait été proposé dans ce temps-là, puis c'est pour ça que l'item-là est là. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la diapositive ici. Question de la part des membres du Conseil. Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Ma question n'est pas nécessairement sur cette diapositive-là, mais je vais la mettre ici. Sur la rue Acadie, là, il y a ce qu'on a dans le marais, là, il y a un côté que le sentier de vélo, puis l'autre côté, il n'y a rien. Puis je vois de plus en plus de marcheurs là. Est-ce qu'on a pensé à ajouter un trottoir de ce côté-là dans le futur? Je ne sais pas si vous voyez, je vais dire comme entre la Alain Gillette puis le Tim Horton là, sur la Amirou. Je vois que Mme Spencer va aider son collègue. Merci, Monsieur le maire. Lors de la reconstruction de la rue Amiro au travers du Marais, les options avaient été considérées, puis le sentier multifonctionnel est vraiment là pour accommoder tous les utilisateurs. Moi aussi, j'ai observé qu'il y a quand même des piétons qui choisissent de marcher de l'autre côté, mais pour mettre un trottoir, il aurait fallu élargir le chemin encore plus, puis on empiète dans le Marais, donc c'était vraiment, on avait privilégié le sentier multifonctionnel du côté ouest. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces marcheurs-là qui sont du mauvais côté, on va dire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou on juste les laisse marcher là? Je ne sais pas trop comment répondre à la question. Là. Je sais que le sentier est là pour accommoder, mais s'ils choisissent quand même de marcher de ce côté-là, c'est leur choix à la fin de la journée. OK. Il n'y a pas moyen comme de rétrécir les voies un petit peu pour accommoder un trottoir? C'est pas quelque chose qui se ferait? On a déjà regardé à la largeur minimale des voies parce qu'il y a quand même beaucoup de circulation sur cette route-là. Donc, on veut vraiment encourager les gens à marcher du côté où c'est protégé avec le garde-fou. Puis, c'est vraiment plus sécuritaire du côté ouest. Oui, OK. Si je ne me trompe pas, quand on a refait le chemin du Marais, c'était comme 16 millions au total. Puis, évidemment, il fallait prendre en considération tout l'aspect écologique aussi, comme tel du Marais, puis ne pas empiétrer plus qu'il fallait pour ces raisons-là. Merci. Merci, Mme Spencer. Je ne vois pas d'autres questions, alors on peut continuer. Et je passais à la prochaine. Donc, les projets que j'ai mentionnés tantôt, ils sont sur la carte ici. Donc, on peut voir, ils sont un petit peu partout, là. En vert, c'est le microsurfaçage. C'est ça qu'on voit un petit peu plus dans la ville. En bleu pâle, c'est le réasphaltage. Là, on voit le point jaune qui est l'intersection Acadie-Champlain. Les reconstructions sont en rose. Puis le sentier multifonctionnel Fox Creek et Melançon est en pointillé bleu. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la carte ici. Non, aucune question.
Oh, je parlais trop vite. M. Brideau. Merci, M. le maire. Je veux juste faire une remarque. Ce n'est pas une question, mais je vais mentionner que la rue Béliveau, Alphée, ce coin-là, où on a utilisé pour le trajet de la construction du terrain synthétique, je suis fier de voir qu'on prévoit de refaire ces rues-là parce que c'était l'inquiétude des gens pendant l'été, parce que avec toute la traverse des camions, la rue s'est dégradée de pas mal. Merci là-dessus. Je pense que les gens vont apprécier qu'on tient notre promesse qu'on leur avait fait à ce moment-là. C'est noté. Merci. Je vais passer la parole à mon collègue Stéphane. Merci beaucoup. Donc, pour terminer les projets 2023, on a pour 5,6 millions de autres items. Il y a un programme de remplacement de la flotte, 1,6 million. Il y a un plan maître de loisirs. Là, ici, pour les 2 prochains items, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est un programme de 1 million par année à mettre de 1 sur le plan maître de loisirs, donc les items qui vont être proposés de ce côté-là, et de 2 au niveau du programme du transport actif. Donc, on parle de transport actif, on parle de sentiers, entre autres. OK? Pour le plan maître de loisirs, ici, vous voyez 1,5 et non 1 million. C'est vu que le parc riverain, qui était censé être fait cette année, n'a pas lieu. Il y avait quand même un 500 000 qu'on a en réserve pour ce projet-là. Donc, on va mettre à disposition pour le plan maître de loisirs pour donner en tout et partout 1,5 million. Donc, les 2 projets du plan maître de loisirs pour l'année prochaine, c'est le pickleball et le sanitaire au parc Dover. Parce que je comprends, il y a une présentation qui aura lieu plus en détail avec tous les détails, comme de raison, le 21 novembre, donc dans pas trop longtemps, dans une semaine d'ici. Le programme de transport actif, donc comme j'ai dit tantôt, c'est 1 million qu'on met sur la table, donc un portefeuille ou un budget pour. La liste n'est pas ici, mais vous vous êtes donné à un moment donné, justement, avant que l'année commence, là. Mais on est en train de justement arriver avec une liste pour quel projet, quel sentier qu'on va mettre de l'avant ou quel genre d'activité pour le programme de transport actif. Au niveau de l'achat de nouvel équipement, on a pour 1,5 million, et là j'en ai fait un petit sommaire, là. Donc une génératrice au centre d'opération. On parle de l'uniplex, donc le plancher isolé pour pouvoir accueillir des événements, donc juste mettre un plancher isolé par-dessus la glace. La sonorisation qui est à améliorer au niveau de la glace IGA, donc on va dire la petite, mais c'est en 2 mêmes grosseurs, mais du côté ouest de l'uniplex. Il y a le plan de transport en commun. Il y a aussi 3 tracteurs articulés. Donc, on vous propose de faire l'achat. 2 pour les trottoirs, puis 1 pour les sentiers. Donc, c'est vraiment pour améliorer le service de ce côté-là. Donc, c'est tout pour les budgets d'immobilisation 2023. Si vous avez d'autres questions? Question de la Parlement du Conseil. Il semble que c'est clair. Donc, comment est-ce qu'on finance ça, ce budget-là, 2023, en immobilisation générale? Le capital de l'opération, 9,1 millions. Donc, c'est de l'argent qui provient du budget de fonctionnement qu'on redirige envers le budget d'immobilisation de capital. La taxe sur essence, on reçoit 1,9 million. Les comptes de réserve, 2,7 millions. Autres contributions, surtout, exemple, lorsque c'est qu'on a parlé de la Champlain, qui est avec le gouvernement, donc c'est un programme de route désigné. Ça, c'est une portion du 2,5 millions. Les emprunts à 4,8 millions et le montant à confirmer, donc c'est le projet conditionnel qui a été démontré tantôt, donc une contribution de 2 millions qui donne le 23 millions au total. Question? On continue. Alors là, ici, on parle des budgets d'immobilisation d'eau et d'égout. C'est beaucoup plus petit. La plupart des projets que je vais vous mentionner, mon collègue, M. Cormier, vous en a déjà parlé. Donc, c'est vraiment la portion eau et égout de plusieurs des projets en immobilisation qui vous a déjà été discuté. Programme de remplacement d'équipement, donc c'est la portion eau et égout. Lorsque c'est qu'on fait l'achat, exemple, d'un camion qui est aussi utilisé pour l'eau et l'égout, c'est une petite portion qui est prise de ce budget-là et une autre portion dans le budget général. Le remplacement de la conduite d'eau, on en a parlé tantôt, donc à 800 000. Les compteurs d'eau.
Donc, celui-là, c'est strictement l'eau et l'égout. On n'a pas discuté tantôt. Il est en 2 volets ici. C'est-à-dire qu'en 2019, on a eu un rapport qui nous indiquait quelles étaient les étapes à suivre afin d'avoir des compteurs d'eau à la ville de Dieppe. Maintenant, cette décision-là n'a pas encore été prise. Elle va vous être présentée. Vous allez pouvoir le débattre, cette question-là. Mais il fallait que ça se fasse en 2 phases. Dans la première phase, il y avait d'installer les compteurs d'eau sur les parcs de maisons mobiles. Ça a été fait. Dans la première phase aussi, il y avait également qu'il fallait implanter ou installer des compteurs d'eau sur la ligne de propriété sur certaines propriétés non résidentielles, donc le commercial. C'est cette partie-là que moi je vous propose ce soir. Donc, il y a 500 000 qui vous est proposé pour justement finir cette première étape, si on veut. La deuxième étape, c'est vraiment d'installer les compteurs d'eau. Mais avant d'aller là, c'est à ce moment-là que nous, qu'est-ce qu'on vous propose? Et c'est la deuxième partie du 700 000 ici. Donc, la première portion était 500 000, la deuxième, 200 000. C'est vraiment faire un échantillonnage, installer des compteurs d'eau à travers la ville, voir qu'est-ce que c'est qu'est la consommation d'eau. Et par la suite, vous arrivez avec une décision. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête cela, essentiellement? Donc, ça vous êtes présenté en 2023. Ou 2024, c'est qu'on attend d'avoir au moins 1 an de consommation des échantillonnages qu'on aura pris. La rue Benjamin, on a discuté tantôt, donc un 200 000. La rue Manuel aussi, 100 000. Et même chose que tantôt, les plans et devis pour les mêmes projets de 200 000 $. Il y aurait été des questions, c'est la totalité du projet d'immobilisation de 2,2 millions. C'est M. Brideau. Merci, M. le maire. Je veux revenir sur l'histoire des compteurs d'eau résidentiels. Quelques années passées, à Dieppe, je sais qu'il y a eu un projet qui avait été fait, puis là, je parle de pas mal d'années passées, où il y a eu des compteurs d'eau qui ont été installés à différentes maisons, des familles, etc. Est-ce qu'on a donné suite à ce travail-là qui avait été fait dans ces années? Je ne pourrais pas te dire là, comment ça fait là, parce que moi, ça fait 37 ans que je suis à Dieppe, mais c'était à mes tout débuts, là, parce que je sais que j'ai 2 voisins à côté de chez moi qui, eux, avaient le compteur, puis je me disais, comment ça fait que toi, tu as un compteur, mais les autres maisons n'ont pas? Mais c'était un progrès à ce moment-là. Peut-être que quelqu'un peut me donner de la lumière là-dessus. Monsieur le conseiller, merci d'avoir dit que vous étiez ici depuis 37 ans, parce que je ne me rappelle pas de ce projet-là, parce que je n'étais pas ici à ce moment-là. Mais je devine qu'à ce moment-là, ça ne devait pas être viable, parce que l'eau potable n'était pas tellement disponible comme qu'elle l'est plus aujourd'hui. Alors, de faire les bonnes choses, mais il faut prendre les bons moyens pour le faire. Alors, on se propose un projet pilote pour tester, faire un échantillonnage et avoir un éclaircissement sur qu'est-ce qui est notre prochaine action. Alors, si on a des compteurs d'eau, peut-être que M. Bourque, on est connaissant, ben, ça fait longtemps que ça n'a pas été initié. Ah, on a une collègue qui... Alors, merci de nous dire ça. On va regarder un peu plus loin dans nos archives. Oui, on avait effectivement acheté notre première maison sur la rue Avant-Garde. Je peux vous donner l'adresse. Puis on avait questionné pourquoi il y avait un compteur d'eau. Puis effectivement, on avait expliqué que c'était un projet pilote qui avait été jugé non efficace dans le temps puis avait été mis de côté. Mais ça a été fait à la ville de Dieppe. On a acheté cette maison-là en 2001. C'était quelques années avant ça. On va vérifier. Merci de nous dire ça. D'accord, merci. Merci. Autre question? Non? On a fini tous les jours. Je ne savais pas celle-là. Je sais qu'au niveau du service, on ne facture pas le résident basé sur des compteurs d'eau. Donc, j'assume ça. Oui, ça n'a pas été de l'avant. Donc, pour financer ce 2,2 millions-là, capital de l'opération, 1,3 million. Autres contributions, réserve, eau et égout et emprunt à 200, 300 et 400 000 fait le total de 2,2 millions. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans le futur, en 2024 et 2025, et je vais laisser la parole à M. Cormier. Merci Stéphane. Donc en 2024, comme programme de microsurfaçage,
J'ai la liste ici. Ce qu'on propose pour l'instant, ça serait d'en faire sur les rues Charlesville, Centrale, Besançon et Industrielle. Donc encore, c'est après une couple d'années, c'est revenir puis faire du microsurfaçage. Le remplace des conduites d'eau sur la Charlesville, donc la Gorvette à Champlain. En 2021, on avait fait le projet là, donc on va dire phase 1, entre le boulevard Dieppe et la Gorvette. Donc, c'est strictement le remplacement de la conduite d'eau, puis le réasphaltage du chemin. L'asphaltage de diverses rues aussi. La liste que j'ai pour l'instant, c'est la Grande-Vallée, la Clarence-Cormier, la Chiasson, la Sylvain, la Rideau et la Doucette. Donc encore, ça vient des recommandations de l'auscultation. Pour les plans et devis, donc encore, ça c'est pour ce qui va se faire construire en 2025, ici. Ce serait la reconstruction de la rue Sainte-Thérèse, la Paul à l'Acadie. Ce serait une reconstruction complète avec l'installation d'un sentier multifonctionnel. Le remplacement de conduites d'eau sur les rues Grand-Pré, Notre-Dame et Thibodaux. Les rues-là, la conduite d'eau est en fonte, en anglais cast iron. C'est des vieilles conduites, donc on essaie d'en renouveler de façon régulière. Ces rues-là aussi, vu qu'ils ont le cast iron comme conduite d'eau, c'est des vieilles rues. L'égout sanitaire est âgé aussi, donc pendant qu'on est là, on ferait le renouvellement de l'égout sanitaire, puis vu que la rue serait presque excavée au complet, c'est la reconstruction du chemin. Puis, on propose aussi le chemin Leblanc en 2025. Donc, on fait le design en 2024. Celui-là, ce serait en 2 phases. Donc, on ferait une phase du Civic 430. C'est plus vers le chemin Fox Creek, là où les services arrêtent. Puis, on irait jusqu'au le prolongement proposé du boulevard Dieppe. Avez-vous des questions sur la diapositive ici? Oui, une seconde, Madame Boudreau. Oh, excusez-moi, Monsieur Brideau, plutôt. Merci, M. le maire. Pendant que tu parles de reconstruction des rues, j'aurais une demande officielle à te faire. Sur la rue Gaspé, OK? Puis ça fait longtemps que j'en parle. À partir de la Sainte-Thérèse, aller à la rue du Collège. Il n'y a pas de trottoir. C'est un endroit où je me suis plaint à maintes reprises de la vitesse des voitures. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on peut y mettre un genre de trajet, un genre d'alignement pour les gens qui marchent, que ce soit d'un bord ou de l'autre, mais au moins qu'on ait un alignement protégé pour les piétons? Parce que ça devient dangereux. Et puis, c'est une rue qui est plus large parce qu'il n'y a pas de trottoir, donc. Et en tout cas, je maintiens cette demande pour l'année 23, si possible. Oui, pas de problème, on va faire l'évaluation. Merci. Merci, M. Thibodaux. Merci, M. le maire. Lorsque vous parlez d'asphaltage de diverses rues, le printemps dernier, il y a un citoyen de la rue Charlesville qui me disait qu'il y avait beaucoup de bruit quand les camions passent parce que c'est trop, il y a des bosses partout. C'est entre la Pascale et le boulevard Dieppe. Et puis, il me disait qu'il avait parlé avec quelqu'un à la ville qui lui avait dit que c'était dû 2 ans passés, l'année passée, en 21, puis que c'était retardé d'1 an. Puis il dit là, c'est plus dans les budgets de cette année, mais quelqu'un m'a dit que ce serait fait l'an prochain. Puis là, je vois qu'il n'est pas là pas encore du tout. Est-ce qu'il y a des plans pour cette section de la rue Charlesville? Sur la section-là de la Charlesville, on ne le voit pas ici, mais dans les budgets, c'est un peu plus loin. On a besoin de refaire un égout sanitaire dans la section-là de la ville. Donc, éventuellement, on aura besoin de les creuser dans la Charlesville pour agrandir cet égout-là. Ça faisait partie de recommandations d'une étude qui avait eu 10 ans passés. Donc, je pense qu'on l'a peut-être dans 5-6 ans, pareil, celui-là.
Mais je pourrais regarder aussi les résultats de l'auscultation de cette année puis voir qu'est-ce que ça dit pour la Chartersville. OK. Je pourrais faire un suivi avec vous aussi, là, une fois qu'on a les Oui, s'il vous plaît. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, on continue. Et donc, pour les nouveautés pour 2024, projet d'envergure, le réalignement de la rue Thomas. On voit carrefour giratoire ici. Le carrefour giratoire, c'est à l'intersection de la Gauvin, de la France, et là où le réalignement de la Thomas va se faire. Le réalignement de la Thomas, ça serait pour le remettre en ligne vers la France puis l'industriel. Donc, ça serait quasiment comme, on va dire, ou si on est sur la route 15, on pourrait sortir puis aller directement vers la centrale aussi, à partir de là. Ça, c'était une recommandation qui avait venue dans le temps. Ça avait été refait aussi comme recommandation dans le rapport de destination 2040. Donc, ça se ferait faire en 2024. Ça, c'est le carrefour giratoire. On ferait le réasphaltage aussi de la Gauvin, de la Thomas jusqu'à la Pascal dans le cadre du projet ici. OK, lâchez c'est Guy. OK. Là, on a un montant pour des achats de terrain, puis centre-ville, 100 000, encore, ça, c'est les plans de vie, donc la conception de l'année d'avant. Ça va être l'île Gauvin, la dernière phase, donc à partir de la rue du Collège, en allant vers l'existant. C'est une question de Mme Leboutier. Oui. Merci, M. le maire, mais il vient de répondre à ma question. Okay. C'était justement sur le trajet de la Pascal à la Thomas. Merci Yes. beaucoup. Très contente de ceci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour ça, sinon je vais donner la parole à mon collègue. Non, je pense qu'il n'y a pas d'autres, je vois pas d'autres questions, alors continue. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, pour les autres projets qui ne sont pas ingénierie, puis ça va être un peu répétitif. Qu'est-ce que je vous ai présenté en 2023 revient un peu en 2024 et va être de même en 2025. Donc, c'est le programme de remplacement d'équipement qui se continue à 2,2 millions. Les deux autres programmes ou plans maîtres, comme vous pouvez voir, donc 1 million chaque pour les 2 années 2024 et 2025 qui s'en vient, et ainsi des achats de nouvel équipement. Donc, ici, on va focuser sur le plan de transport en commun pour 300 000 $. Maintenant, le financement, pour le plan, le budget d'immobilisation OIGU. Donc, encore une fois, la plupart des choses ont déjà été énumérées. C'est la portion OIGU de chaque projet d'ingénierie. Programme de remplacement d'équipement, 100 000. Le projet d'envergure, donc 3,1 millions. Les compteurs d'eau, à ce moment-là, si l'idée est d'aller de l'avant, comme de raison, ça serait de le faire en étapes. Donc, pas d'une shot, d'une fois. On le ferait à raison de 1,5 million par année. L'aqueduc sur le chemin Chartersville, donc qui était nommé tantôt, 900 000. La rue Champlain également, c'est 100 000. Réalignement de la Thomas, 800 000. Et les plans des devis pour les projets futurs de 200 000. Maintenant, au niveau du budget, de quelle façon qu'on finance ces projets-là, donc je vois ici, je les ai mis côte à côte. Au niveau général, donc 9,5 millions. Du 25 millions, donc on en prend 9,5 au niveau du capital de l'opération. La taxe sur essence de 1,9 million. Les autres contributions de 8,7 millions et les emprunts à 5 millions pour l'année 2024. L'eau et l'égout, donc 1,3 capital d'opération, les autres contributions de 2,3 et l'emprunt de 3,7 pour arriver aux 7 millions, 0,3 de projets capitaux pour 2024. Puis là, on achève, on est rendu à la dernière année. Il semble qu'on regarde notre vie passée, on est déjà rendu en 2025. Là. Je vais le faire plus vite, celle-ci. Donc, en 2025, le programme de microsurfaçage. Donc, pour l'instant, les rues qu'on a comme candidates, on a la Pascal, la Melançon, la Fox Creek, la Gauvin, l'Acadie, la Kennedy, la Régis, la Paul et la Chartersville. Ce serait juste des petits morceaux de rue, là, ce ne serait pas les rues au complet. Un peu
Encore ici, remplacer les conduites d'eau, la Grand Pré, la Notre-Dame et la Thibaudeau. Le chemin Leblanc, ici. Puis vous avez vu, il n'y avait pas de montant en 2024 pour les routes désignées. Cette année, il avait sorti leur plan de 3 ans, puis il n'y avait pas d'argent de mis de côté pour la ville en 2024. Donc là, on revient en 2025. Donc là, on va soumettre quelque chose, puis on s'attend à d'avoir de l'argent de la province. Mais on s'attend à aller faire la Champlain en 2025. Comme autre projet aussi, il y a la rue Cap. Un peu comme l'Emmanuel, la Cap, il y a des bordures en asphalte. Donc on reviendrait, puis on mettrait des bordures en béton, puis on fait le réasphaltage. On procéderait avec la reconstruction de la Sainte-Thérèse, de la Paul à l'Acadie. Puis on ferait la conception de la deuxième phase de ce projet-là, qui est de l'Acadie jusqu'à la Notre-Dame. Donc le projet là aussi, ce serait le prolongement de la santé multifonctionnelle de côté du chemin. Des questions sur la diapositive ici? Question? M. Godette. Merci, M. le maire. Juste une question on ne parle pas tout de l'Amiro, de la rue Mélenchon puis le chemin Fox Creek. Quand c'est qu'ils pensent de refaire ça? Alors, c'est pas mal tout bien entre ça, parce que peut-être kilomètres, là, ils patchent à toutes les ans, puis je me demande quand c'est quel an. Ouais, l'Amiro, on l'a un petit peu plus loin de notre plan. Là. Je sais qu'on était venu cet été là, avec un plan de 5 ans pour les routes désignées. C'était un petit peu plus loin. Là, le plan de la province change un petit peu, mais on ne le voit pas ici, mais je crois qu'il serait peut-être en 2026 ou 2027. Bien. Je voulais qu'il va y avoir un rapport du... Je ne sais pas quoi tu dis là. L'auscultation. L'auscultation. Oui. Oui, il faudrait peut-être que je confirme qu'ils ont fait les routes provinciales aussi cette année. Sinon, je pense que la province font leur propre auscultation des routes désignées. Je peux peut-être demander pour parce la que ce chemin-là est bon, c'est juste cette petite partie-là. Je voulais savoir ce qu'était le rapport pour cette... Je pense qu'on dépend beaucoup de la province. Si notre partner n'est pas là, on ne peut pas danser. Là. Puis bien souvent, c'est ce qui arrive. Là. C'est quand le partenaire n'est pas là. C'est eux, ils financent 50% aussi des coûts. C'est ça. C'est un bon coup de main. OK. Merci. On va parler de nos amis, s'il nous en reste encore. Et M. le maire, à chaque point d'eau, on arrive avec une recommandation sur les routes désignées. Le programme ou le plan de 5 ans est soumis, mais la capacité de la province, eux, ne mettent pas les fonds nécessaires pour rencontrer nos besoins, comme toutes les autres villes au Nouveau-Brunswick. Alors, c'est ça qui est la réalité. Notre partenaire n'est pas là pour danser avec l'asphalte. Ouais. C'est un chemin qui est beaucoup... il y a plusieurs mille... on reconnaît ça, oui. Ouais. Camions ou autos qui passent là. Oui. Okay, M. Brideau. Monsieur le maire, Marc-André, lorsque tu parles de la reconstruction Sainte-Thérèse, on parle de l'eau et l'égout, c'est les deux, avant de refaire la rue, bien sûr. Oui, sur la Sainte-Thérèse aussi, de l'aqueduc, c'est en fonte. Oui, parce que ça, c'est des anciennes rues. Oui, puis au lieu, typiquement maintenant, on remplace avec le matériau, c'est du PVC. Puis on met minimum 8 pouces. Et celle-là est en fonte, puis c'est 6 pouces. Donc, ça arrive le temps de la remplacer. Merci. Merci. C'est tout? Il y en a un autre. Il y en a un autre, c'est chouette. C'est ma dernière. OK, là, c'est les nouveautés pour 2025. Donc, projet d'envergure, achat de terrain, centre-ville, îlot-Gauvin, comme j'ai mentionné, ça, c'est la dernière phase. Puis, plan et devis pour les projets 2026. C'était simple assez. C'est bien. Question? Pas de questions? Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Question, Mme Godbout. Oui, une question générale. Merci pour les détails, ça nous permet de planifier. Quand je fais un recul sur le budget d'immobilisation en général, j'essaie de réconcilier les montants qu'on a au niveau des transports actifs, le plan maître de loisirs,
qui sont des montants de 1 million assez consistants avec le temps, qui n'augmentent pas vraiment avec et peut-être même diminuent un peu avec le temps, avec le fait qu'on a des nouveaux plans qui sortent avec des grandes ambitions dedans. Alors, j'essaie de réconcilier le plan du budget d'immobilisation avec des montants consistants, avec des plans avec des grandes envergures, puis une population croissante, puis une population qui évolue. Alors, je peux voir aussi que dans l'évolution de notre population, on va avoir besoin des loisirs différents, puis beaucoup de choses. Fait, comment est-ce qu'on est arrivé avec les montants ici dans les budgets pour les immobilisations, pour un plan de loisirs puis de transport actif? Pour le moment, Madame la conseillère, Monsieur le maire, alors le plan va vous être présenté la semaine prochaine. Alors, on est allé vraiment préliminaire, 1 million par année au niveau du plan de loisirs. Reste à voir, est-ce que le besoin sera probablement plus élevé ou la demande. Alors, on va s'ajuster avec qu'est-ce que le plan nous propose et notre capacité de pouvoir investir, que ce soit dans le plan de loisirs ou les sentiers. Alors, initialement, c'était difficile d'en mettre plus sans savoir exactement qu'est-ce qui étaient les actions qui étaient proposées. Alors maintenant, on aura un plan et on va pouvoir s'ajuster en conséquence. Puis on voit ce plan-là avant l'adoption de... Mais c'est avec le budget de l'année prochaine. C'est juste pour 2023 que le conseil se promet. Alors, il restera à voir l'automne prochain pour le prochain budget. Merci. Ça répond à ma question. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? C'est correct. Merci. Il en reste trois dernières diapositives. Donc, au niveau des autres projets, comme j'ai dit tantôt, c'est pas mal les mêmes comme en 2024, c'est-à-dire le programme de remplacement de la flotte municipale, ainsi que le plan main de loisirs, programme de transport actif, 1 million chaque, et les achats d'un nouvel équipement conséquents également sur le plan de transport en commun. Au niveau de l'eau et l'égout, encore une fois, ce sont pour la majorité qui ont déjà été nommés. On continue les compteurs d'eau résidentiels. Et en dernier lieu, eh bien, c'est de cette façon ici qu'on va financer les projets 2025. Donc, on prévoit le 24 millions, le prêt de 24 millions se fait avec 10,8 millions en capital de l'opération. On continue avec la taxe sur essence. Là, vous allez me dire, le programme a changé de nom, je le sais, sauf que je ne me souviens jamais qu'est-ce que le nouveau nom du programme, mais ça ne s'appelle plus la taxe sur essence en passant. Autres contributions est 8 millions et les emprunts, 3,2 millions. Au niveau de l'Oligo, 6,2 millions, il y a 1,4 million dans le capital de l'opération, 1,9 au niveau des autres contributions et les emprunts, 2,9 millions, qui donne 6,2 millions. Ceci finalise la présentation des budgets d'immobilisation 2023 à 2025. Très bien. Je pense qu'on a... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on a quand même, à chaque étape, demandé beaucoup de questions. Merci le personnel pour le travail que vous avez fait, la diligence de nous amener tous ces chiffres-là. Puis, je pense que je suis content qu'on ait peu de gens du public qui soient ici. Puis, j'espère que vous voyez que c'est pas une tâche facile et on fait pas ça juste pour le plaisir de le faire, mais bien pour dépenser votre argent, notre argent, de la façon la plus efficace qu'on peut le faire, ce qui nous permet de continuer à améliorer les services qu'on donne aussi en même temps. Des fois, on dit souvent quand on se compare, on se console, mais je dois dire qu'à la ville de Dieppe, on est bien habillé quand on se compare avec d'autres communautés. Et encore une fois, souvent, quand on ne travaille pas avec ces chiffres-là, puis la complexité des différents éléments, on pense que l'argent va juste être jeté au vent. Mais comme vous voyez, c'est certainement pas le cas. Ceci étant dit, ça complète le numéro 7.2, puis ça nous amène à aller au numéro 8, questions du public. S'il vous plaît, oui, vous pouvez vous avancer. Donnez votre nom pour qu'on puisse s'enregistrer comme il faut.
Certainement, merci. Donc, bonsoir, Monsieur le maire et tous les membres du conseil. Mon nom est Nathalie Richard et nous sommes situés, mon conjoint, mon fils de 5 ans et moi-même, au 52 rue Wilfrid. Premièrement, je vous remercie de donner la parole aux résidents pour nos questions. Je suis ici devant vous ce soir comme fière résidente de la ville de Dieppe. Nous avons choisi d'établir notre famille dans cette belle ville attrayante et accueillante et l'appeler notre chez nous. Et également avoir un sens d'appartenance à notre ville et aussi même y faire une marque, comme avoir suggéré le nom du site Musicar. Mais moi, tout comme autres résidents de notre quartier, dont quelques-uns sont ici ce soir ou qui nous écoutent à la maison, nous sommes préoccupés, concernés et inquiets avec des décisions qui sont en lien avec le développement du terrain situé entre la rue Wilfrid et le Dieppe Boulevard, en face de la caserne de pompiers. Advenant la construction de bâtiments multifamiliales, autre mot, bloc-appartement, sur le terrain subventionné, nous, plusieurs résidents des rues Wilfrid, Pierre et résidents, ceux qui ont été sondés, des rues avoisinantes, soit la Doiron ou la Suzelle, on oppose à l'extension de la rue Pierre, sert d'accès à ces unités. Donc, voici des questions qui sont sans réponse ou à faire réfléchir. Est-ce que les résidents de notre quartier résidentiel unifamilial adjacent à ce terrain subventionné sont pris en considération lorsque les décisions sont prises ou acceptées et où les plans sont proposés, acceptés en lien avec ce terrain? Est-ce que la ville de Dieppe réalise qu'en acceptant ou en adoptant l'extension de la rue Pierre, cela empiéterait directement dans un quartier résidentiel unifamilial pour accéder à ce terrain? Est-ce que la ville de Dieppe réalise que l'accès de plusieurs blocs appartements à densité élevée existants sur le Dieppe Boulevard n'aboutit pas devant plusieurs résidences unifamiliales? L'accès de ces blocs se fait à partir du Dieppe Boulevard ou aboutit devant aucune résidence unifamiliale. Est-ce qu'une étude d'impact sur la circulation a été faite sur notre quartier de résidentiel unifamilial avant que les décisions soient prises au sujet de l'extension de la rue Pierre? Et est-ce que le sondage que la ville de Dieppe avait envoyé un temps passé a été consulté sur des éléments positifs et moins positifs de la ville de Dieppe que les résidents auraient signalés? Donc, en conclusion, nous aimerions nous opposer à ce que la rue Pierre serve d'accès à ces unités. Un tel accès occasionnerait une augmentation de trafic parmi un quartier résidentiel unifamilial dont la grande majorité consiste de familles avec jeunes enfants, notre relève de demain. Nous exigeons que l'accès aux unités se donne seulement sur le Dieppe Boulevard, similaire aux plusieurs autres blocs appartements à densité élevée existants sur le Dieppe Boulevard. En terminant, un dernier point qui pourrait affecter quelques résidences sur la rue Wilfrid seulement est la question du tuyau et du canal de drainage existant sur ce terrain. Est-ce que ce dernier est pris en considération dans les plans de développement? Merci beaucoup de votre attention et nous espérons que nous aurons des réponses positives à nos questions, voire même faire réfléchir les décisions prises ou même reprendre des décisions sur le point le plus important, l'extension de la rue Pierre. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez une présentation écrite? Je vois que vous aviez des pages. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous remettre ou... Je pourrais vous le remettre. Oui. Alors peut-être notre Mme Duguay, responsable des communications. Puis c'est certain qu'on va regarder ce que vous avez dit. C'est certain qu'on est aussi... je ne suis pas familier avec ça, le projet spécifique, là, mais je sais que c'est une question de zonage souvent, puis si le zonage est acceptable, de changer un zonage, on fait ça à peu près en moyenne à toutes les 5 à 8 ans, là, ça dépend
Ça dépend des périodes. La dernière période est à peine 3 ans passés, 2 ans, 3 ans passés, qu'on avait fait de rezonage un peu partout, quelques changements de rezonage quand même, à travers la municipalité. Et dans ce secteur-là, je ne crois pas qu'il y avait aucun changement qui a été fait. Dans les changements qui ont été faits, je pense qu'ils étaient surtout sur la disposition de certains types de bâtiments qui devaient faire face à la route, et au chemin, des choses comme ça, qui étaient plus question de visuel plus que d'autres choses, puis de maintenir un certain standard. Mais de toute façon, on va certainement prendre le temps d'écouter les plaintes, mais, puis je le dis comme ça, là, mais souvent, ce qui arrive, pour essayer d'expliquer le mieux que je peux, c'est qu'il y a des gens qui décident de faire des investissements basés sur et acheter des terrains basés sur le type de bâtiments qu'ils vont être capables de construire, là. Alors, c'est un petit peu un couteau à 2 tranchants, comme vous pouvez vous l'imaginer. Mais on va certainement prendre en considération vos doléances sur la question, puis on verra où ça va nous amener. Ça sera certainement pris en considération dans les discussions. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Autre question du public. Monsieur Leblanc, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Monsieur le maire. Je me présente, Marc Leblanc, et à titre de président du club de pickleball de Dieppe. Je suis accompagné ce soir de 4 autres membres du club, des pionniers, des membres du conseil d'administration actuel, puis les autres qui ne sont pas ici, ils sont bénévoles à la soirée de pickleball qu'on a ce soir, Antonine Maillet. Donc, on est ici. Je voudrais vous remercier d'avoir inclus les terrains de pickleball dans vos prévisions budgétaires. On est vraiment contents. Puis, je voudrais aussi souligner l'excellente collaboration des membres du personnel, du service de loisirs et des opérations qui nous ont rencontrés, qui nous ont expliqué la démarche que la Ville a suivie, puis aussi qui ont accepté de nous rencontrer une 2e fois pour nous entendre, puis répondre à nos questions, puis à nous entendre aussi, je répète le mot, à notre collaboration. On est prêt à collaborer avec la Ville pour les prochaines étapes. Puis soyez assurés que lorsque ce sera voté officiellement, qu'il y aura beaucoup de gens de contents, puis qui vont anticiper avec joie les futurs beaux terrains que Dieppe va se doter. Puis bravo à la Ville, parce qu'on aura les plus belles installations dans la région, sinon dans la province. Merci. Ce n'était pas une question, c'était un commentaire. Non, mais on prend les commentaires comme ça aussi. Oui, mais j'ai une question le 21. Oui. Est-ce que c'est une réunion à huis clos pour la présentation du plan maître ou c'est une réunion publique? Non, c'est une réunion publique. C'est un cadre public. Oui. Parfait. Merci. Vous êtes tous bienvenus. Merci beaucoup. Autre question ou commentaire? Non? Alors, on va se lancer dans les thèmes 9, qui est l'adoption des procès-verbaux de la dernière réunion. Proposition qu'on accepte les procès-verbaux de la dernière réunion, proposé par M. Godette, appuyé par M. Thibodeau sur la question. Aucune question reliée au procès-verbal de la dernière réunion. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Et le procès-verbal de la réunion est accepté tel que présenté. En fait, c'était la réunion ordinaire du 24 octobre. C'est ça. Motion, mémorandum et nomination. Item numéro 10, 10.1, planification et développement. Recommandation du CCU sur le plan modificateur provisoire lotissement Broadway. Oui, alors, Monsieur le maire, membre du conseil, comme premier dossier, ici, vous avez une recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme qui est un plan modificateur sur l'intersection de la rue Collège-Champlain, qui est en principe un échange de terrain avec le lotissement Broadway Place Limited, qui va permettre par la suite à la Ville de Dieppe de terminer son dernier coin de l'intersection.
Alors, le comité CCU, on fait la recommandation que l'on accepte ce plan modificateur. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Donc, le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement Broadway Place Limited en date du 27 septembre 2022, lequel prévoit l'élargissement d'une portion de la rue du Collège. En fait la proposition, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, 10.1.1 est accepté tel que présenté. Ça nous amène au 10.1.2, recommandation du CCU sur le plan provisoire de lotissement de Sky Development, unité numéro 1. Alors ici, suite à la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme, qui est d'accepter le plan provisoire du lotissement Dieppe Sky Development, unité 1, qui consiste à avoir au prolongement et emplacement de la rue Pierre, l'emplacement aussi de la servitude des services qui respecte les éléments du gouvernement local, et ainsi que la somme du promoteur envers le terrain d'utilité publique, qui est recommandé de prendre le 8%, qui était de valeur de 138 400 $. Alors, c'est la recommandation du CCU pour ce plan de lotissement ici. Merci. Alors, pour la lecture de cette résolution, Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant à l'acceptation du plan provisoire du lotissement Dieppe Sky Development, Unit 1, en date de juillet 2022, lequel prévoit le prolongement et l'emplacement de la rue Pierre et l'emplacement de la servitude de service de gouvernement local, et accepte en plus que le promoteur verse la somme de 138 400 $ au lieu de terrain d'utilité publique, laquelle équivaut à 8% de la valeur marchande du terrain du dit lotissement. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par Monsieur Thibodeau sur la question. Question, Monsieur Godet. Merci, Monsieur le maire. J'ai une question pour il y a une proposition qui met 210 unités multifamiliales avec 2 appartements, un 90 puis un de 108, et 12 maisons de ville. Townhouse. D'après la map 79, ça ne met pas puisque les appartements à être, puisque les maisons de ville à être. Puis, comme vous avez une inquiétude, puis j'aimerais savoir si ça va être sur le Dieppe, le boulevard, puisque les appartements sont sûrs, les autres. Il n'y avait pas de description de ce qu'elle est où. Monsieur Girard. Merci, Monsieur le maire, et merci pour la question. Donc, à ce point-ci, dans le processus de lotissement, quand on fait affaire avec la création de rues publiques et aussi l'acceptation de terrains d'utilité publique, les usages projetés ne sont pas nécessairement associés avec le processus de lotissement. Donc, c'est sûr qu'on fait l'analyse, on fait mention que l'usage est permis, mais à ce point-ci, on n'est pas en train d'approuver un plan de site ou on n'est pas en train d'émettre un permis d'aménagement pour un projet futur, mais plutôt on se base sur la création de la rue publique et aussi l'acceptation du terrain d'utilité publique. Ici, c'est de l'argent au lieu. Donc, on est en connaissance quand même qu'il va y avoir des appartements ou des blocs appartements. À ce point-ci, ce n'est pas un raisonnage. On n'est pas en train de traiter la question de l'usage du terrain, mais plutôt la création de la rue publique et aussi du terrain d'utilité publique. Dans la lecture, j'ai lu qu'il y avait le plan était pas mal direct de ce qu'ils allaient faire. C'est juste moi pour le bon sens des appartements devraient être le Dieppe boulevard de ce que les autres sont. Peut-être les townhouses, les maisons de ville à l'autre côté.
Donc, ça fait partie d'un plan, un processus de plan d'aménagement. Donc, quand on émet un permis, donc si c'est en bonne et due forme, on est en mesure d'émettre le permis. Mais ici, comme je vais vous ramener, la question aussi, c'est juste la rue publique et le terrain d'utilité publique. Si on va avoir un plan éventuellement. Non, parce que l'usage est permis sur le terrain. Donc, si l'arrêté de zonage permet l'usage, donc si ça rencontre tous les autres normes de l'arrêté de zonage, notre service, on va être en mesure d'émettre un permis d'aménagement et un permis de construction. Donc, ici, encore là, on traite un plan de lotissement. C'est pour diviser le terrain, pour créer la rue Pierre et aussi accepter l'argent au lieu. Donc, c'est pas une demande de rezonage. Le processus ici n'est pas de débat de l'usage projeté du terrain parce que l'usage est déjà permis par l'entremise de l'arrêté de zonage en vigueur. Peut-être, Monsieur le maire, si je peux complémenter ce que M. Girard explique. Ici, avec la localisation de la rue publique, ça va permettre maintenant de finaliser le plan des édifices. Alors, de comment les intégrer au site du plan. Alors, il faut faire cette étape ici avant que les plans finaux des édifices soient mis en place. Alors, lorsque la rue publique est maintenant, si le conseil d'auto accepte, ils vont pouvoir finaliser leur plan de bâtiment, si c'est des 90 unités ou quel que ce soit le nombre d'unités. Alors, cette étape ici est quand même complémentaire, mais ça doit se faire avant d'arriver avec les plans finaux. Parce qu'on accepte, si c'est accepté à soir, on n'a pas de contrôle sur ce qui met où. Alors, le zonage le permet, la densification le permet, le plan global du boulevard Dieppe et un autre outil de référence de densifier le long du boulevard Dieppe. C'est certain que le personnel va voir comment ça s'intègre bien avec le côté résidentiel qui a été mentionné ce soir là, par madame sur la rue Wilfred. Mais le zonage permet cette densification-là. Alors, nous, on travaille avec ces outils-là sans pouvoir imposer plus. On travaille avec les outils que le conseil et la municipalité travaillent avec. Alors, je pense que je tente de complémenter la réponse de M. Girard, mais pour tout de suite, c'est localiser le terrain d'utilité publique. On veut avoir l'argent au lieu parce qu'on a un plan global, on n'a pas de besoin au niveau du terrain d'utilité publique et de l'emprise ou l'emplacement de la rue publique. Ouais, c'est juste, je pense qu'on devrait avoir un plan. Parce qu'un gros terrain, mais le développeur doit avoir une idée de ce qu'il va mettre là. On devrait savoir ce qu'il va mettre là. Le service de planification devrait recevoir ça par la suite. Merci. Merci, Mme Godbout. Merci. Je vais tenter d'aborder la question, mais d'une façon différente, si vous voulez. Je pense à mon conseiller Godette. On propose un emplacement de la rue. Est-ce qu'il y a un emplacement de la rue alternative qui permettrait une densification qui déboucherait seulement sur le boulevard Dieppe? Est-ce qu'on a considéré ça dans les plans? Puis qu'est-ce qui étaient les discussions que vous avez eues à l'intérieur de vos équipes pour garder cette possibilité-là? Parce que si je comprends bien, c'est vraiment la décision de l'emplacement de la rue qui va permettre le développement en question. Alors, si on a des objections, c'est à adresser l'emplacement de la rue. Ça serait une des façons qu'on pourrait vous outiller pour pouvoir permettre un développement différent, si on proposerait un emplacement différent de la rue. Je pense que j'ai bien compris. Okay. Alors, est-ce qu'on pourrait comprendre quelle discussion vous avez eue au niveau de l'emplacement de la rue, puis est-ce qu'il y a des alternatives à celle qui est proposée, qui ferait en sorte que le développement se ferait et encouragerait plus une ouverture et une débouchure sur le boulevard Dieppe? Madame Spencer. Merci, M. le maire. Donc, il y a plusieurs services de la ville qui participent aux analyses lorsque des rues proposées pour des projets de lotissement. Donc, le service d'incendie pour les mesures d'urgence, lorsqu'il y a plus que 100 unités pour un projet, ça nécessite 2 accès. Donc, premièrement, puisque plus que 100 unités, ça nécessite le 2e accès. L'autre chose, c'est que, comme toutes les autres rues en ville, c'est qu'ils sont conçus pour assurer la connectivité. Pour les mesures d'urgence, mais aussi pour le ramassage des déchets, le déneigement et tout ça. Et en dernier lieu, c'est que le boulevard Dieppe est une route à accès limité. Donc, le seul endroit où la rue Pierre puisse déboucher sur le boulevard Dieppe, c'est en face de la rue Elsliger, tel que démontré sur le dessin. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui. Ça aussi, je mets ça en contexte avec les autres développements qu'on a dans ce cas-là sur le boulevard Dieppe.
Est-ce que vous pourriez clarifier, je pense qu'il y a un des commentaires du public qui était à l'effet que les autres développements semblaient déboucher plus sur le boulevard Dieppe. Est-ce que c'est effectivement ça le cas dans les autres développements qu'on a à Dieppe? Puis si c'est ça le cas, qu'est-ce qui fait en sorte que celui-ci serait différent? Donc, si on suit effectivement des développements qui ont été acceptés dans le passé, je peux prendre genre la rue Au Coin, la rue Nathalie. Ce sont toutes des rues qui ont une certaine connectivité avec le boulevard Dieppe, mais ils ont aussi des connectivités avec les développements résidentiels à plus faible densité à l'intérieur. Donc, ce n'est pas nécessairement juste des cul-de-sac qui partent du boulevard Dieppe, mais c'est qu'ils ont une connectivité qui se font à l'intérieur des développements résidentiels à faible densité. Donc, c'est essentiellement les exemples que je peux vous présenter à ce point-ci. La même chose avec la rue des Élèves et la rue Herzliger. On a un bloc appartement qui monte au point de la rue des Élèves et le boulevard Dieppe. Et puis la rue des Élèves va faire le tour pour se reconnecter de nouveau au boulevard Dieppe. Donc, encore là, l'objectif ici, c'est d'encourager la connectivité. On comprend qu'il peut y avoir un certain niveau de trafic qui peut venir avec ça, mais encore là, avec une bonne connectivité, ça va pouvoir aider à disperser ce trafic-là. Dernière question, juste pour peut-être éclaircir, pour faire sûr que je comprends. Est-ce que basé sur l'emplacement de la rue qui est prévu, la circulation serait privilégiée, vous pensez, par le boulevard Dieppe ou par le secteur résidentiel? Spencer. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est sûr que c'est toujours des estimations quand ça vient à la circulation, mais vu que le boulevard Dieppe, c'est une plus haute limite de vitesse et qui est fait vraiment pour bouger les gens, c'est notre impression que la plupart des gens choisiraient d'utiliser le boulevard Dieppe, mais ça n'empêche pas la deuxième connexion quand même. Merci. Monsieur Brideau. J'étais perplexe parce qu'on vient d'écouter les commentaires de madame qui s'opposait au projet de prolongement de la rivière, puis on regarde le projet qui se présente devant nous, c'est exactement ce qu'on veut faire. On va prolonger la rue Pierre. Est-ce qu'on va regarder justement les commentaires de ces gens-là qui viennent justement de nous faire leurs commentaires, leur désapprouvement de l'extension? Je ne sais pas, là. Je suis comme un peu perplexe en regardant ce projet-là, là. Donc, à ce point-ci, le personnel, comme ma collègue Anne Spencer l'a mentionné, c'est que c'est un travail d'équipe. Il y a eu quand même plusieurs analyses de fait de tous les services. Donc, à ce point-ci, le personnel, avec tous les services de la municipalité, sont prêts à supporter la proposition telle que présentée. OK. S'il n'y a pas d'autres questions pour la lecture de la résolution? Oh, ça a été fait, OK. Alors, pour le vote, excusez-moi, je suis en arrière. Pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Ceux qui sont contre, par un non. Non. Les non, s'il vous plaît, levez la main. 2, OK. Alors... conseiller Godette et conseiller Brideau. Oui, à noter, Godette et Brideau. Alors, la résolution est adoptée par la majorité du Conseil. Ça nous amène au 10.1.3. Recommandation du CCU sur le plan modificateur provisoire sur le lotissement Airview. Alors ici, comme vous le dites, Monsieur le maire, le comité consultatif en matière d'urbanisme, plan provisoire sur le Airview, l'emplacement de la servitude de service au niveau du gouvernement local, ainsi que la valeur de 8% du marchandi, de la valeur marchande des terrains aux fins d'utilité publique, qui est un montant de 2 400 $. Alors, le CCU a fait la recommandation pour le Conseil ce soir. Merci pour la lecture de la résolution. M. Brideau. Merci, M. le maire. Le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire de lotissement Airview en date du 19 juillet 2022, lequel prévoit l'emplacement de la servitude de service du gouvernement local et accepte non plus que le promoteur verse la somme de 2
400 $ au lieu de terrain d'utilité publique, laquelle équivaut à 8 % de la valeur marchande du terrain du dit lotissement. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au numéro 11, les arrêtés municipaux. Item 11, Municipal Bylaws. Bylaw Z-10, 2021-5, to amend the City of Dieppe zoning bylaw. Qui va s'avancer à faire la lecture. Quelqu'un en voit? Monsieur Lantaigne est en démangeait. Dans son intégral. Donc, merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10, 2021-5, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme, LNB 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-10, 2021, édicté le 12 avril 2021 et déposé au bureau d'enregistrement du comité Westmoreland sous le numéro 4117318 le 15 avril 2021, est modifié comme suit. L'annexe A, intitulée Carte de zonage de la ville de Dieppe, est mentionnée dans le corps de l'arrêté de zonage modifié par la carte ci-jointe à titre d'annexe A5. Donc, voici la lecture dans son intégralité. Merci. Alors, proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z 2021 est accepté en lecture intégrale et nous allons terminer avec la troisième lecture par titre seulement. Monsieur Lantaigne, s'il vous plaît. C'est donc par titre seulement, arrêté numéro Z-10, 2021-5, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. On fait la proposition en troisième lecture par titre seulement. Merci. Alors, proposé par M. Lantaigne, qui est appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 11.2, arrêté de zonage C1-2022 portant sur la circulation routière et le stationnement. Pour la première et deuxième lecture par titre seulement, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté C-1, 2022-1. Arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Pour la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté C-1, 2022-1, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je vous propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, C-2022-1 est accepté en deuxième lecture. Maintenant, pour avis de motion, bien reçu. Alors, item 13, demande de renseignement et annonce des membres du conseil. Et je crois que, étant donné que M. Lantaigne a son microphone
ouvert, on va lui donner la première opportunité. Merci, M. le maire, mais je n'ai rien à déclarer ce soir. Eh bien, alors, Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'avais quelques petites questions que je voulais demander ce soir. Je voulais revenir sur le plan d'accueil des nouveaux résidents pour au 1er janvier en 2023. Est-ce qu'on travaille sur un plan d'accueil et puis à un moment donné, c'est quand on prévoit en discuter? C'est quelque chose que vous prévoyez présenter au conseil ou discuter les autres? Est-ce que vous avez besoin qu'on y participe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? C'est un peu ça ce que je posais comme question. Est-ce que tu as quelque chose à partager, Annie? Alors, là, on est en train de préparer je vais dire un pamphlet, alors une feuille d'information qui met en contexte qu'est-ce qui se passe et qu'on va partager avec les nouveaux résidents qu'on va accueillir en janvier. Alors, on va partager l'information qu'on a en main, aussi au niveau du processus de taxation et des choses comme ça. Alors, l'équipe Annie est en train de travailler sur une ébauche, qu'on a reçu des exemples aussi de d'autres entités. Alors, en temps et lieu, on pourra vous partager l'information. Je présume aussi les messages de la nouvelle année du maire vont inclure un message aux nouveaux résidents et toutes ces choses-là. Okay. C'est beau, merci. Je vais avoir monsieur. Puis, si je me rappelle bien aussi, dans le DIEP Mag, on va partager quelque chose à nos résidents actuels aussi. Au mois de mars. Mon deuxième question, c'était un peu en lien avec... ça fait une couple de fois que je fais des réflexions là-dessus, puis c'était un peu à savoir, on a beaucoup de développement, on a la ville qui évolue, on a beaucoup de densification, on parle du nouveau plan, un plan de loisirs. Puis là, ce soir, on voit avec les montants croissants des valeurs des propriétés, on voit des échanges pour le terrain avec des montants plus importants aussi. On voit un peu avec la densification, les besoins évoluer un peu. Puis je me demandais où est-ce qu'on était rendu avec le plan directeur des parcs et des sentiers, puis quand est-ce qu'on revise ça? Parce que je me dis, à un moment donné, où est-ce qu'on met les parcs? Comment on accommode? Les besoins ont peut-être évolué avec la densification? Puis c'est pas de quoi que j'ai entendu beaucoup parler. Je sais que ça rentre un peu partout dans les plans de loisirs, un plan de transport actif. Je les vois un peu partout, mais je pense qu'il y a aussi un plan de sentiers, de parcs. Puis je me demandais juste quand est-ce qu'on revise ça? Puis à quel moment que ça serait approprié de le faire, étant donné qu'on a des échanges de terrain, puis des évaluations qu'on fait avec des échanges de terrain, etc. Puis je me demande si on n'est pas dû pour mettre ça à jour. M. Richard. Oui, merci pour la question. Donc, le plan auquel vous faites référence, je pense, date de 2015, mai 2015. Donc, c'est quand même un plan qui est assez jeune. Si on regarde les principes et propositions qui sont à l'intérieur de ça, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont quand même encore pertinentes, mais vous avez raison, avec la croissance que l'on vit, avec les nouveaux plans qu'on a, il y a un allimage qui doit se faire avec tous ces plans-là aussi. Donc, ça va faire partie de nos réflexions en début d'année 2023, où, comme vous savez, on a aussi du personnel additionnel qui s'en vient, qui va nous aider au niveau du transport actif et au niveau du développement communautaire. Donc, on veut intégrer ces personnes-là et les impliquer dans toute la révision et l'allumage de toutes ces affaires-là, parce qu'on a beaucoup de plans, puis il suffit de tout essayer de ramasser ça ensemble puis d'identifier clairement les priorités et les choses qu'il y a là. Mais le plan comme tel de 2015, il n'y a pas de plan spécifique tout de suite pour 2023 pour en faire la révision. Je crois qu'il y a peut-être certaines composantes de ce plan-là qui pourraient être mis à l'étude ou l'analyse ou mis à jour, si vous voulez. Mais merci. Je pense que ça serait intéressant de voir où ça va, parce que pour moi, quand je regarde ça, la façon de vivre à Dieppe, je dis toujours, ça ne dérange pas si tu vis à Dieppe, tu devrais être bien à Dieppe. Alors, il faut qu'on accommode pour cette densification-là à mesure. Puis pour moi, les parcs et les sentiers, surtout les parcs, là, la façon qu'on définit ça, puis si on va avoir des montants d'échange d'argent importants pour l'échange de parcs, bien, comment on l'évalue, ce besoin de parc-là devient important aussi. Fait que ça va être une autre perspective à regarder. Fait que Oui, puis peut-être juste pour ajouter, comme vous avez dit ce soir, il n'y avait pas nécessairement les détails sur le plan transportatif ou le plan directeur des loisirs. C'est parce que justement, on veut s'assurer de faire une analyse complète des bonnes. Si on regarde dans le plan auquel vous faites référence, il y a quand même des cercles à un moment donné, là, des genres de rayons à certains endroits qui longent le boulevard Dieppe, tout ça. Donc, il y a quand même eu une planification qui s'est faite avec ce plan-là. Donc, il y a des choses qui prévoyaient également la densification qui va se faire sur le boulevard Dieppe. Donc, il y a des projets concrets qui doivent être définis là, en termes de tout ça. Là. Donc, c'est ça qu'on veut tenter de faire en début d'année pour arriver à vous présenter. Voici les projets auxquels devraient faire partie des projets capitaux, par exemple. Madame Spencer, je pense que vous voulez ajouter. Oui.
Je voulais juste ajouter que pendant la présentation des budgets, vous avez fait un commentaire qu'on a 1 million pour des sentiers, mais on a aussi plusieurs reconstructions de rues dans lesquelles on incorpore des nouveaux sentiers multifonctionnels. Donc, vraiment, l'enveloppe est plus grande que juste le million qui est attitré comme spécifiquement au sentier. Merci pour la précision, j'apprécie. Je voulais partager de l'information avec les membres du conseil et du public. Juste noter qu'au niveau de ma participation à l'association régionale de la police de Kodiak, aussi sur le CRPA, que les approbations de budget pour la ville de Moncton et Riverview ont approuvé les augmentations qui sont demandées pour la GRC pour l'année prochaine, quelque chose qui sera devant le conseil pour le budget dans 2 semaines. Alors, il y a eu des délibérations déjà dans les 2 communautés avoisinantes. Je continue à avoir des réunions avec cette association-là, me familiariser, et puis je vais présider le comité de gouvernance. J'ai fait du travail de gouvernance avec ce comité-là dans les prochaines semaines. Alors, j'entreprends ce travail-là de plus en plus. Je voulais noter aussi ce que la GRC a mentionné au niveau de la cyberexploitation. C'est un danger qui se présente à l'extérieur de notre communauté, mais qui s'infiltre dans notre communauté et qui effectivement s'est présenté dans notre communauté dans les dernières semaines et a créé beaucoup d'angoisse chez certains de nos citoyens. Fait que j'encourage les gens de justement avoir la discussion avec leurs jeunes, mais c'est des discussions difficiles à avoir. Ayant un jeune adolescent de l'âge ciblé, j'ai effectivement eu cette discussion-là déjà avec mon enfant il n'y a pas longtemps. Et puis, je pense que c'était important de l'avoir et je remercie la GRC de l'avoir apporté notre attention. Mon autre commentaire, c'était juste, puis je voulais remercier le maire, les employés pour le travail qui ont été fait au niveau de dénoncer la nomination de M. Chris Austin au comité de révision de la bourse des langues officielles au Nouveau-Brunswick. Merci pour la note qui a été émise et le travail qui a été fait, à la fois par le maire de façon assez instantanée dans nos rassemblements publics qu'on a eus dans les jours qui ont suivi et ensuite aussi de façon officielle. J'ai bien apprécié le geste qui a été fait rapidement et avec efficacité là-dessus. Et je vais certainement me joindre avec tes paroles là-dessus. Merci, c'est tout. Merci bien. Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Juste pas grand-chose, mais juste féliciter les matadors de Mathieu Martin qui nous amènent la belle bannière pour le championnat AA provincial. Fait que c'était pas mal une bonne partie, puis ils nous ont pas mal ramené tous les trophées et tout ça cette année. Ça fait que félicitations et merci. Gros merci à l'équipe d'entraîneurs bénévoles. Leur temps est vraiment apprécié. Autre que ça, c'est tout. Bonne semaine. Merci bien. Monsieur Thibodeau. Vous avez été... OK, merci. Madame Godbout, tout à l'heure, a parlé de densification. Eh bien, moi, j'ai une citoyenne qui m'a appelé et qui m'a posé une question au sujet de la densification. Elle m'a demandé, est-ce que vous avez un plan de densification à la ville de Dieppe? J'ai dit, je sais qu'on a des objectifs de densification, mais je n'ai jamais vu de plan comme tel. Alors, est-ce qu'on en a un? On a un plan de développement. On a un plan de développement. C'est certain qu'on a un plan qui cherche aussi à développer, à densifier nos artères principaux, dont le boulevard Dieppe. Alors ça fait partie du plan global de notre développement de territoire. Mais d'avoir un plan global de la ville au niveau de densification, je pense qu'on a plutôt ciblé ces régions-là, ces zones-là, au niveau de notre développement. OK. La raison pourquoi elle me posait la question, c'était au sujet des trottoirs. Parce qu'elle dit, dans les secteurs résidentiels, on devrait avoir des trottoirs sur presque toutes les rues, parce qu'il y a beaucoup de rues qui n'ont pas de trottoir. Si les gens veulent marcher sur la rue, ils n'ont pas le choix de marcher sur la rue. Alors, c'est pour ça qu'elle posait la question, parce que si on fait un plan de densification, il faut identifier ce genre de choses-là. Alors, je sais que Marc-André ou Angèle, pour avoir une réponse plus professionnelle ou intelligente que la mienne, mais on a quand même des routes qui sont identifiées, qui ont besoin d'un trottoir, d'un sentier, et aussi des rues résidentielles que l'on n'incorpore pas des trottoirs. Alors, ça vient tout avec la somme d'argent qu'on veut investir et comment on veut faire le développement de notre territoire. Alors, il y a un coût à tout.
Et on a priorisé les routes de connexion et les routes désignées qui sont des routes principaux. Et les routes résidentielles, mais on voit qu'il y a un peu moins de circulation. Et on va certainement continuer à demander aux gens de respecter la vitesse dans ces petites rues-là. Alors, il y a peut-être d'autres choses que Angèle ou Marc-André veulent ajouter. Madame Spencer. Oui, merci. C'est sûr, c'est un bon point qu'il faut considérer. Sur nos rues locales, d'habitude, on n'a pas de trottoir, mais si jamais que les conditions environnantes changent drastiquement, c'est sûr qu'il faudra en tenir compte. Donc, merci pour apporter le point. Merci. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci. Je crois qu'il est essentiel de l'avoir parce que à mesure que la densité augmente et à mesure qu'on veut que les gens marchent plus ou aillent en vélo, peu importe où, même avec l'augmentation du transport en commun qu'on souhaite tous, on est mieux de mettre les chevaux en avant de la charrue que de se faire prendre avec la charrue en avant puis les chevaux en arrière. So, si on veut vraiment rendre service à notre communauté, je pense qu'il faut penser à l'avant et non à l'arrière. Excellente intervention de cette dame. Puis, merci de l'avoir partagé avec nous tous. Monsieur Thibodeau. Excusez-moi, Monsieur Brideau. Thibodeau, numéro 2. Monsieur le maire, je suis 100% d'accord avec ton commentaire que tu viens de faire tantôt. J'ai la preuve de mon quartier. C'est peut-être des anciennes rues, pas de trottoir. Aujourd'hui, 10, 15 ans, 20 ans après, il y a de l'achalandage piétonnière dans nos rues. C'est devenu des rues aussi importantes parce qu'il y a le trafic, les collèges, on a des écoles. Ça devient des questions de sécurité pour tout le monde. Alors, bien beau, on demande aux gens de respecter les vitesses, mais dans le vrai quotidien, c'est pas ce qui se passe. Là-dessus, Monsieur le maire, je voudrais juste, je change de point là, en disant que je dois lever le chapeau au groupe CAFI de samedi soir dernier. Ils nous ont présenté une soirée spéciale qu'ils ont appelée Le Monde en fête. C'est ma première fois que j'ai eu la chance de participer dans une activité du genre. C'était vraiment bien organisé. Merci aux collèges aussi qui ont participé, aux collèges communautaires qui ont participé dans l'organisation. Il y avait des gens, quand on parle d'immigration puis des nouveaux arrivants dans notre ville, eh bien, j'ai eu l'occasion de pouvoir constater moi-même que c'est vrai. Puis c'était spécial de voir la coopération qu'il y avait et la belle humeur, la belle attitude des gens avec leur petite famille. Puis c'était spécial. C'est pour ça que je le précise ce soir parce que c'était vraiment une belle activité. J'espère qu'on va se refaire de nouveau une activité du genre. Tous les ans. Ça prend place à tous les ans. Puis ça change de format à mesure qu'on avance. Puis je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis je ferai un commentaire à la fin. Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Comme conseiller Brideau, j'étais aussi au Festival Monde en fête. C'était une super belle soirée. Au total, j'ai vu tantôt, ils ont sorti les chiffres, qu'il y avait 700 visiteurs avec plus de 20 différentes nationalités représentées. Donc, c'était un vrai succès pour ce premier festival, puis j'ai hâte au prochain. On a eu une vraiment belle soirée, on a pu danser à la fin, et c'était vraiment plaisant. Sur ce, bonne semaine à tous. Merci. Madame Leboutier. Oui, merci, Monsieur le maire. Moi, j'aimerais toucher, étant donné que nous sommes dans le thème du budget, et puis la semaine dernière, pas la semaine dernière, le 1er novembre, on nous a présenté tout un historique de 3 ans sur nos impôts fonciers, l'évaluation qui a augmenté, etc. Et si on prend de 2021 à 2023, on nous identifiait que une résidence moyenne de 300 000 $ dans 3 ans avait eu une augmentation d'à peu près de 480, je pense. Et ce montant-là, pour moi, ça vient vraiment me toucher du sens que
j'aimerais qu'on regarde, surtout qu'on a maintenant le comité consultatif pour les personnes, les aînés. Il y a de cela, tant qu'à moi, là, 7 ou 8 ans passés, sinon plus, vous aviez, la Ville de Dieppe, mis un comité de travail pour regarder et protéger nos aînés sur l'augmentation des impôts qu'ils pourraient avoir et qui affectent directement, étant donné qu'ils ont un revenu fixe, ces gens-là. Puis, j'aimerais lancer et voir si ça serait possible de le mettre sur le sujet afin justement d'aider nos personnes aînées dans un temps comme celui-ci avec l'inflation et les coûts qui montent, qui sont faramineux un peu partout. Fait que c'est vraiment ce que je voulais, moi, amener ce soir-là. Et puis aussi, merci, Monsieur le maire et la Ville, pour avoir aussi toute la communication avec, comme vous savez, et qui sera, je pense, demain aussi à Fredericton, pour la nomination là, de Chris Austin. Bravo et fier d'être dans les municipalités qui appuient cette démarche. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci bien, Monsieur Godette. Bon. Finalement. Merci, Monsieur le maire. Je trouve la lumière. Moi, je n'ai pas grand-chose. Juste une chose que j'aimerais discuter. J'ai eu quelques appels des citoyens concernant la rue Acadie jusqu'à la site ouest. Qu'on sait qu'ils ont levé les barricades. Ça va être dangereux, mais la neige commence, puis c'est pas une belle place. Je passe là tous les jours. Madame Spencer. Merci, Monsieur le maire. Donc, malheureusement, le projet ira pas de l'avant cet hiver. Donc, l'entrepreneur nous avise qu'il sera sur le site la semaine prochaine parce qu'il faut qu'il remblaye les endroits excavés afin de pouvoir réinstaller, pas réinstaller, mais remettre les voies comme elles étaient avant et bouger les blocs en béton et la clôture. On leur a aussi demandé de fournir un accès piéton. Ça va être en gravier, malheureusement, puisque le trottoir a été enlevé, mais au moins, il y aura un accès pour l'hiver. Donc, ils nous avisent que par la fin de la semaine prochaine, ça devrait être complété. Merci. C'est tout pour moi. C'est tout? OK, merci. Je voudrais souligner, je pensais que vous l'auriez souligné, que c'est étant donné que la parade du Père Noël, 26 novembre, ce samedi, c'est-à-dire quelques samedis, on est rendu, le mois passe pas assez vite, mais le 26 novembre dans deux fins de semaine, c'est ça. Comme vous pouvez voir, ça fait longtemps que je n'ai pas été à une parade du Père Noël. Ça, c'est le grand-père dans moi. De 6 heures à 8 heures. Et la reprise, les gens peuvent être repris après 22 heures. Non, 20 heures. Je pense que la parade du Père Noël était annulée depuis 2 ans en raison de la pandémie. C'est ça. Ça qui était le point. Alors, je pense que la fermeture des rues va se faire alentour de 5 heures, 17 heures, dans la section de la rue Champlain et la rue Paul. Alors, si vous pouvez prendre note de ça et surveiller les annonces conséquentes. Pour revenir à la soirée au CCNB, oui, c'était vraiment une très belle soirée. À laquelle j'ai aussi participé. Mes talents de danseur n'étant pas à la hauteur, je n'ai pas resté plus tard qu'il fallait. Mais ce qui m'a été rapporté aussi, c'est que la partie la plus intéressante était durant le jour, alors que les jeunes étaient là avec les jeunes enfants, leurs familles et tout. Et c'est vraiment beau de voir l'implication du collège communautaire. Puis je pense que je suis convaincu que cet événement va grandir. Le travail qui a été fait aussi conjointement avec les gens du CAFI, il faut vraiment les féliciter de vraiment savoir surpasser avec cet événement-là. Puis je pense que comme ville, on fait la promotion des nouveaux arrivants, mais je pense qu'on n'en fait pas assez. On doit en faire plus. On doit être plus présent dans leur vie, comme on l'est pour tous les autres citoyens de notre municipalité.
c'est le futur de notre communauté comme c'est le futur de notre pays, on le sait tous, là. On connaît les objectifs du gouvernement fédéral. On est vraiment engagé ici avec la toute récente arrivée d'un bureau d'immigration francophone. On veut être le leader de ce côté-là en Atlantique et même plus loin si on en a l'opportunité. Mais il faut agir. Puis, j'ai juste à regarder dans la salle ici ce soir, là, on est pas mal blanc. Je l'ai répété plus qu'une fois, on est pas mal blanc, excepté pour les barbus, là. On est pas mal blanc. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on doit se regarder dans le miroir. Parce que parmi tous les gens qui sont ici, on a tout un rôle à jouer de ce côté-là. Alors là-dessus, bonne fin de soirée à tous.